De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduites à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et du Congo, de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, Joao Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci, pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU.
La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. La gestion de ces changements pose deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre d'instruments juridiques et financiers issus de négociations internationales, en particulier dans le cadre des différentes conférences des parties à l'accord des Nations Unies sur le climat, l'accord. À ce sujet, les Nations Unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations Unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine,
a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde, la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser
que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même,